La guerre, c'est vraiment la guerre. Là, je vais faire la guerre tout simplement pour ma ville. C'est ça, c'est la guerre. Le camp c'est la guerre. Restez brochés les keufs, le camp va faire de la dinguerie. PSG qui gagne ou qui perd, le camp va rester broché. Il va faire de la D, le camp. Ouais. Imaginez ce jeune homme. Il rentre du lycée ou du collège. Pas de paix à la maison. Pas de cadre. Pas de modèle. Pourtant, dans la rue en bas de chez lui, quelqu'un l'a... La vraie question, c'est qui va l'éduquer? Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de la série Sans père, le siècle invisible. Dans cette série, nous parlerons d'un sujet dont tout le monde voit les effets néfastes. Mais dont presque personne ne parle vraiment. Depuis plusieurs années, j'observe un phénomène récurrent dans de nombreuses communautés d'origine ouest-africaine ou subsaharienne installées en Europe depuis plusieurs générations. Un taux particulièrement élevé de familles monoparentales ou dit de mères célibataires avec des pères souvent absents ou mis à l'écart. Et ce phénomène ne concerne pas qu'une communauté. Il touche toute la société. Pourquoi ce schéma persiste-t-il après plusieurs décennies et plusieurs générations? Quel rôle jouent les aides sociales, les services sociaux et la justice? Et surtout, ce modèle familial a-t-il un lien avec la violence urbaine ou émeute que nous voyons exploser régulièrement en France? Restez bien jusqu'à la fin parce que ce que vous allez découvrir change complètement la façon de voir ces événements. Aujourd'hui, nous allons regarder les faits en face avec des chiffres, des études et surtout l'histoire précise du basculement. On commence par les faits, pas les opinions. En France, selon l'enquête Trajectoire et Origine 2 de l'INSEE, les chiffres varient fortement selon les origines. 35% des femmes d'origine subsaharienne vivent seules avec leurs enfants. 12 à 15% pour les femmes d'origine maghrébine. 8 à 10% pour les femmes d'origine asiatique et environ 20% dans la population majoritaire blanche française. Autrement dit, tous les groupes ne sont pas touchés de la même manière. Au Royaume-Uni, c'est 44% des enfants africains ou afro-caribéens qui grandissent en famille monoparentale contre 22% pour les Britanniques blancs, presque le double. En Europe, les aides sociales, RSA majoré en France, Bürgergeld et Kindergeld en Allemagne, etc., rendent la monoparentalité isolée économiquement viable, contrairement à l'Afrique subsaharienne où les réseaux familiaux élargis absorbent souvent ces situations. Plusieurs études de l'OCDE et Eurostat montrent que les systèmes de redistribution européens permettent de maintenir un niveau de vie minimal sans deuxième parent, ce qui change profondément les dynamiques familiales par rapport aux sociétés traditionnelles. J'ai donc une question pour vous.
Un système peut-il modifier sans le vouloir la structure même de la famille? Maintenant, on remonte à l'origine du changement. Le véritable tournant date du 4 janvier 1970 sous le gouvernement de Georges Pompidou. Ce jour-là est votée la loi numéro 70-459 qui supprime la puissance paternelle et la remplace par l'autorité parentale conjointe. C'est à partir de ce moment que l'État français commence à s'immiscer massivement dans l'organisation interne de la famille. Cette réforme s'inscrit dans un mouvement plus large des années 1970 visant à égaliser les rôles parentaux et à protéger davantage les enfants. Mais elle a aussi profondément redéfini l'autorité et la place du père. Car selon l'étude DRESS de janvier 2025, 25% des enfants de moins de 6 ans vivant en famille monoparentale n'ont aucun contact avec leur père. Cela représente environ 130 000 enfants. Ce chiffre est encore plus élevé chez les moins de 3 ans, 37%. Et dans 83% des cas, la résidence principale est fixée chez la mère. Ici, une précision essentielle. Cette réforme de 1970 ne signifie pas que l'absence du père soit la seule cause de délinquance. Des chercheurs comme Andrew Sherlin 2010 montrent que c'est souvent le conflit parental davantage que l'absence elle-même qui affecte les enfants. Mais il serait tout aussi erroné d'ignorer les corrélations documentées entre absence prolongée du père et certains comportements externalisants, surtout chez les garçons. Le sujet est donc plus complexe qu'une simple causalité. Facteurs économiques, discrimination et absence de modèle positif se conjuguent. En un français facile, c'est à partir de ce moment-là que commence la fabrique de ce que certains politiciens français appellent les racailles. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Les délinquants ou les hors-la-loi. En corrigeant une injustice, a-t-on créé un déséquilibre? Maintenant, regardons ce que tout le monde voit, mais que peu relie. Ce basculement n'est pas sans conséquences concrètes. En juillet 2023, après la mort de Nahel Merzouk, 650 millions d'euros partis en fumée, plus de 250 attaques de commissariat, plus de 4000 interpellations. 2023 aura été l'année qui a connu les pires émeutes depuis mai 1968. Il est rentré. Oh putain. 8h15, un coup de feu retentit. L'auteur est l'un de ses policiers. Au volant, le conducteur Nahel, un adolescent de 17 ans conduisant sans permis. Il meurt. Selon le policier, il aurait refusé d'obtempérer lors d'un contrôle routier. La garde à vue et la mise en examen de l'agent de police n'y font rien. Rapidement, des individus appellent à venger l'adolescent. Dès la fin de l'après-midi, Nanterre et les villes voisines, mais aussi les cités de Colmar, Mantes-la-Jolie, Bordeaux et Marseille sont investies par des émeutiers. Des barricades sont érigées puis incendiées. La cité Pablo Picasso, où réside la famille de Nahel, se transforme en champ de bataille. Émeute à Nanterre, dans plusieurs villes des Hauts-de-Seine et en Seine-Saint-Denis. Des dizaines de policiers sont blessés. Le bilan de la nuit annonce l'ampleur du soulèvement. La France a connu des émeutes urbaines d'une rare intensité. Et plus récemment, après la victoire du PSG en finale de la Ligue des Champions contre Arsenal, des scènes similaires de violences urbaines ont éclaté dans plusieurs villes de la France.
Même scénario, même mécanique. Selon le ministère de la Justice, 60% des mineurs déférés après les émeutes de 2023 provenaient de familles monoparentales. Le garde des Sceaux d'alors, Éric Dupond-Moretti, a déclaré, je cite, « Parmi les émeutiers, beaucoup, 60% d'entre eux, sont élevés par un seul parent, souvent leur maman. » Fin de citation. La surreprésentation des jeunes issus de familles désunies ou de parents séparés dans la délinquance est un phénomène documenté depuis plusieurs décennies, même après contrôle du niveau de revenus. J'ai une question essentielle pour vous. Pourquoi ce lien est-il si rarement discuté publiquement? Voyons maintenant les statistiques des pères monoparentaux, les pères vivant seuls avec leurs enfants. Une réalité rare mais instructive. Ce que nous allons faire, nous allons comparer, car il est important de comparer. Selon l'INSEE 2025, les familles monoparentales avec un père seul ne représentent que 4% de l'ensemble des familles monoparentales contre 96% avec une mère seule. Et les enfants élevés par un père seul ont généralement de meilleurs résultats que ceux élevés par une mère seule. Moins de délinquance, meilleure situation économique après contrôle du revenu, même s'ils restent plus à risque que les enfants vivant avec leurs deux parents. Selon des études internationales, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni, plusieurs recherches en sciences sociales montrent que la présence d'une figure paternelle est corrélée à une meilleure régulation du comportement chez les garçons. En un français facile, les garçons dont le papa est présent et participe à son éducation ont un meilleur comportement. À ce stade, il faut ajouter une mise en garde. Évoquer la future paternelle ne doit pas être confondu avec un retour à la puissance paternelle d'avant 1970. Beaucoup de pères séparés sont aimants et impliqués. Mais dans certains cas, l'absence du père est aussi une protection lorsque celui-ci est violent. Le défi est donc de distinguer les situations. Comment mieux protéger les victimes de violences conjugales tout en préservant, quand c'est possible, une relation saine et régulière avec le père? On peut alors se poser la question suivante. Est-ce la question du parent ou la question du modèle masculin? Avant d'aller plus loin, il faut comprendre un point fondamental. L'absence prolongée du père n'est pas sans conséquences graves sur le développement des enfants. Selon la revue de référence McLanahan, Tash et Schneider 2013, qui analyse 47 études causales, l'absence du père augmente significativement 1. L'échec scolaire, redoublement, décrochage, moindre obtention du bac. 2. Les troubles du comportement, agressivité, impulsivité, défi à l'autorité. 3. Les problèmes de santé mentale, anxiété, dépression. 4. Le risque de délinquance et de violence. Chez les garçons, ces effets sont particulièrement marqués sur les comportements externalisants, délinquance, violence. Chez les filles, ils sont plus internalisants, anxiété, instabilité relationnelle, risque de grossesse adolescente. Et c'est un cercle vicieux intergénérationnel. Les garçons sans père ont plus de risques d'être absents ou violents à leur tour. Les filles ont plus de risques de reproduire la monoparentalité. En d'autres termes, les filles vivant seules avec leur mère célibataire ont généralement plus de risques de devenir elles aussi mères célibataires avant leurs 18 ans.
Autrement dit, le problème ne s'arrête pas à une génération. Maintenant, revenons à notre histoire du début. Le jeune homme en rage et en colère sans père. Quand le père est absent, un vide se crée. Et, comme nous le savons tous, la nature a horreur du vide. Dans de nombreux quartiers, ce vide est comblé par des figures masculines négatives. Caïds de cité, trafiquants de stupéfiants et dealers qui se font appeler affectueusement grands frères. Au milieu d'un quartier où mes figures masculines, c'était les grands de chez moi. J'avais pas un père qui me montrait, ouais, regarde, moi je suis l'exemple de réussite. La réussite pour nous, c'était la réussite d'un mec du quartier qui avait les plus belles nanas, les plus beaux habits, la plus belle voiture. Ça a été ça, nous. Non, moi je suis juste le produit de mon environnement. Ces individus peu recommandables deviennent souvent des modèles de réussite aux yeux des jeunes garçons. Dire les vérités, le grand de chez toi, il sert de toi. Il se dit, vas-y, le petit jeune, pourquoi pas lui le mettre en première ligne et que moi je reste derrière et puis que c'est lui qui fasse les choses. Première ligne, c'est va chercher de la coke en Guadeloupe. Il y a un grand de ton quartier qui est là et qui te dit, est-ce que t'es prêt pour faire un voyage? Tu sais, quand t'es jeune, tu te dis, vas-y, let's go, moi je suis prêt, tu vois. En plus, t'as envie de faire plaisir aussi aux grands de chez toi. C'est un peu un tout, tu vois. En plus, il te parle des sommes que t'as jamais rentrées dans ta vie. C'est un voyage où il te remplit ta valise, en vrai, de 10 kilos de cocaïne, à peu près. Moi, j'étais un peu dans le casse-cou, tu vois. Donc, je me prenais pour... Argent facile, pouvoir et imposition du respect par la peur. Selon les travaux des sociologues Mohamed et Moucheli, ces figures jouent un rôle de substitution symbolique offrant reconnaissance et identité dans des environnements où les institutions sont perçues comme lointaines. Et là, tout bascule. On ne vit pas, c'est la survie tous les jours. Il y en a, ils se lèvent, ils vivent bien. Eh ben, nous, c'est la survie. Une autre question pour vous. Si la société ne propose pas de modèle, la rue va-t-elle toujours le faire à sa place? Maintenant, revenons à l'essentiel. La violence que nous voyons dans les quartiers n'est pas uniquement une question de pauvreté ou de racisme. Elle est aussi le symptôme d'un vide éducatif et affectif profond chez de beaucoup de garçons qui grandissent sans paix stable et qui se tournent vers des modèles masculins toxiques. La musique, le théâtre, le sport en général et le football en particulier agissent comme un puissant facteur protecteur pour certains, mais ils ne touchent pas la majorité. Et c'est exactement ce que nous allons explorer dans cette série. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites-moi en commentaire, selon vous, quel est le facteur principal de ces émeutes? Facteur économique, culturel ou familial? Merci d'avoir écouté ce premier épisode. Et si ce sujet vous touche, n'oubliez pas de liker, commenter et abonnez-vous. Activez la petite cloche pour ne pas rater la suite. On se retrouve très vite pour l'épisode 2 sur le rôle du foot. N'oubliez pas, je suis car nous sommes.